Donc, ce matin, pour le soliflare, donc l'indice que j'ai donné déjà hors enregistrement, c'est que je vous emmène dans un endroit où le marché de Noël est très important. C'est-à-dire qu'on part dans l'est de la France, on va en Alsace. Je vais même vous donner un autre détail, un autre indice, c'est qu'on part à Strasbourg et on va découvrir une œuvre qui est considérée comme incontournable quand on est à Strasbourg. Et attention, autre indice, incontournable quand on pousse les portes de la cathédrale de Strasbourg. C'est donc aujourd'hui la découverte de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Donc, c'est une horloge qui est classée au monument historique depuis 87. C'est un véritable petit bijou. C'est vraiment un chef-d'œuvre autant artistique, en tout cas à mon sens, que scientifique. Vous avez énormément d'informations astronomiques qui vous sont données. Vous avez des automates. Vous avez un décor qui est très raffiné et puis c'est une réalisation qui est quand même extrêmement grande. Alors étonnamment, je n'ai pas réussi à trouver la profondeur, mais c'est quand même 18 mètres de hauteur sur 7 mètres 30 de longueur. Donc voilà, quand on est face à elle, généralement on est impressionné. Et moi, les souvenirs que j'ai d'enfant, c'est de courir pour aller mettre la pièce dans la machine pour l'éclairer au moment où il y a un automate qui va bouger. Et c'est surtout une œuvre qui est pour moi un fort témoignage aussi d'une collaboration entre des mathématiciens, des horlogers, des peintres, des sculpteurs, des fabricants d'automates. Et en plus, c'est une œuvre qui a traversé le temps parce que son buffet, c'est-à-dire tout le décor, est un décor 16e, c'est-à-dire un décor Renaissance, mais le mécanisme va être lui complètement revu au 19e siècle. Et c'est la troisième horloge de la cathédrale. Alors, pour comprendre un petit peu ces différentes horloges, donc voici la toute première horloge qui va être construite entre 1354, 1352 et 1354. Elle était placée sur le mur en face de l'horloge actuelle. Elle faisait 12 mètres de haut. Alors, on peut déjà constater sur le dessin de reconstitution qu'il y avait déjà un calendrier, un astrolabe. Donc, il y avait déjà des informations astronomiques qui étaient données. Et puis, vous aviez ici les rois mages qui venaient s'agenouiller devant la Sainte Famille. Donc, c'est pour ça qu'elle était surnommée l'horloge des trois rois, avec un coq au-dessus qui battait de l'aile, qui battait des ailes et qui chantait. Et ce coq, on a beaucoup de chance, on l'a encore aujourd'hui. Et pour cela, il faut pousser les portes des arts décoratifs de Strasbourg, c'est juste à côté de la cathédrale. Et il est considéré comme étant vraiment l'automate le plus ancien dans des collections occidentales aujourd'hui. Donc, il date vraiment au milieu du XIVe siècle. C'est une horloge qui va s'arrêter de fonctionner dû à son état et à son usure au début du XVIe siècle. Donc, on va avoir une deuxième horloge qui est construite. Donc, la première, elle disparaît. On change de mur dans la cathédrale. Et cette deuxième horloge, c'est un chantier entre 1547 et 1571. Et de là, on va avoir des noms qui apparaissent aussi, parce que autant la première horloge, on ne sait pas du tout qui est derrière cette création, autant ici, on a des noms. Donc, pour le nom du mathématicien, c'est Conrad Dasypodius, qui est un nom, d'ailleurs, des fois, c'est surnommé l'horloge Dasypodius. On a aussi un autre nom qui est donné, c'est David Wolkenstein, on est en Alsace, hein. Des horlogers Isaac et Josias à Brecht, et le peintre Tobias Stimmer. Donc, on voit que c'était une horloge qui était quand même avec un buffet beaucoup plus conséquent. Et on a un mécanisme qui va s'arrêter à la veille de la Révolution. Donc, du mécanisme d'origine, c'est toujours aux arts décoratifs. On va voir le coq qui a été remployé de la première horloge. Et puis, on a un globe céleste, un calendrier ici, le cadran des minutes et un astrolabe qui se trouve sur le dessus et qui va montrer les mouvements célestes. Alors, cette horloge, quand elle s'arrête, autant vous dire que c'est un peu une catastrophe à Strasbourg parce qu'elle vraiment, elle donnait l'heure de la ville. Bon, la Révolution et ce temps fort de l'histoire de France arrivant, ça n'a pas été une priorité de pouvoir la remettre en fonction. Par contre, il faudra attendre le 19e siècle, et du coup, là, vous comprenez pourquoi la datation, c'est 16e, 19e. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'un homme, Jean-Baptiste Schwilger,
Depuis son enfance, la connaissant à la reine n'aura qu'une seule obsession, c'est de pouvoir la remettre en fonction, va véritablement faire tout un travail et toute une formation d'horloger, de mathématicien pour pouvoir remettre en place tout le système. Ça va être voté par la municipalité de Strasbourg et quand on la regarde, on a une petite galerie des lions héraldiques ici et vous avez les armes de Strasbourg qui apparaissent et notamment l'ingénieur Schwilger, il va être peint à la suite pendant le chantier, d'ailleurs c'est en 1843, on le retrouve ici, hein. Donc il est en hommage sur l'horloge astronomique qu'il va réaliser, qu'il va restaurer, parce que c'est véritablement une restauration. Et donc, c'est un chantier qui va durer de 1838 à 1852. Et ce que va demander la municipalité à Schwilger, c'est de garder le buffet d'origine. Donc, maintenant qu'on a un petit peu toutes ces histoires, on va s'approcher un peu de ce décor et voir tout ce qu'elle nous donne comme information, cette horloge. Alors, on va avoir dans un premier temps ici, alors on peut voir les peintures les peintures sont essentiellement d'origine 16e siècle. Les deux petits anges ici, tout mignons, tout potelés, avec des petits mouvements de pied. Et puis, on a une première horloge qui va donner l'heure publique. Et on constate en regardant l'horloge qu'on a un jeu d'aiguilles dorées et un jeu d'aiguilles argentées. Alors, les aiguilles dorées sont les aiguilles d'origine et elles donnent l'heure de Strasbourg. Et à partir de 1919, quand vous avez les chemins vraiment ferroviaires qui se développent, il va falloir donner une heure sur le territoire français. Donc, on va rajouter et on va demander à toutes les villes d'appliquer l'heure nationale, donc l'heure publique, l'heure légale. Et c'est à ce moment-là que vous avez une deuxième paire d'aiguilles qui est la paire argentée qui est rajoutée. Et il y a 30 minutes d'écart entre les deux. En dessous, vous avez le carrousel de la semaine, c'est-à-dire que vous avez une divinité qui va marquer le jour. C'est-à-dire que tous les jours, la divinité change. Donc aujourd'hui, par exemple, si nous étions devant l'horloge astronomique, eh bien, ce serait Mars que nous pourrions voir pour mardi. Alors, si on continue et si on avance dans cette idée d'un calendrier, donc là, on était vraiment au centre ici, si on descend, eh bien, on va déjà voir, premièrement, eh ben, c'est une horloge astronomique. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Un globe céleste qui vous montre la position vraiment du ciel en étant à Strasbourg. Et sur l'arrière, on va retrouver l'idée du calendrier ici, avec la Terre qui est au centre. Vous avez plusieurs aiguilles, là on en voit une qui est cachée derrière, qui montre la position du Soleil et la position de la Lune par rapport à la Terre. Vous avez le lever du Soleil et le coucher du Soleil qui vous sont annoncés. Et vous avez également sur le côté, donc Diane sur la photo n'apparaît pas, mais elle est en face, vous avez Apollon qui pointe avec sa flèche. Donc, vous avez tout un système vraiment sur des anneaux extérieurs où vous avez le mois qui est écrit, vous avez le numéro et ensuite, vous avez le saint. Et en fait, quand on fait ce calendrier, c'est un calendrier qui va notamment montrer les fêtes religieuses. Et Pâques est une fête religieuse qui se recalcule tous les ans par rapport au calendrier grégorien parce que il faut trouver l'équinoxe du printemps. Une fois que l'équinoxe du printemps est fait, il faut attendre la première pleine lune et le Pâques arrive le premier dimanche après cette pleine lune. Donc ça veut dire que tous les ans ça change. Et bien ça, Schwilger il l'a aussi pensé et il va mettre en place le compute ecclésiastique qui est le calcul de l'Église. C'est-à-dire que tous les 31 décembre à minuit, toutes les petites roues ici, elles vont se mettre en mouvement, recalculer via le calendrier, vu que c'est une horloge astronomique, vous avez la position de la Lune qui est pensée, donc tout ça c'est recalculé, c'est vraiment comme un algorithme, et ça va pouvoir redonner les dates, et ce qui fait qu'ensuite, sur le calendrier, vous voyez ce qui est cerné de noir, eh bien, ce sont ces fêtes religieuses mobiles qui vont se déplacer sur le cadran pour venir se replacer face aux bons chiffres du mois. Et puis aussi, pour s'assurer de ne pas faire d'erreur dans les positions du Soleil et de la Lune, vous avez les équations lunaires et solaires. Alors moi, étant pas scientifique, ce sont des calculs qui permettent de s'assurer qu'on ait les bonnes positions
parce que les rotations ne se font pas déjà en fonction de l'axe, ne sont pas toujours forcément sur le même axe, et en plus, la rotation du Soleil, par exemple, elle est pas ronde. Enfin, la rotation de la Terre est pas ronde, donc en fonction des axes et de la forme de la... Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà. Il faut recalculer pour s'assurer que tout ça soit au bon endroit. On va ensuite avoir aussi au-dessus, quand on regarde là, on va avoir un grand cadran avec un soleil au centre et vous avez des petits points. Eh bien, ce sont les positions des planètes, donc du système héliocentrique autour du soleil. Et puis, bien sûr, on a un très joli décor avec les 4 âges de la vie et puis notamment les signes du zodiaque qui vous sont représentés. Et au-dessus, vous avez également ici les phases de la Lune. Donc, c'est vraiment extrêmement pointu, extrêmement précis, parce que tous les spécialistes qui se penchent sur cette horloge le disent, il y a des petits écarts qui arrivent au fur et à mesure de l'année, mais vraiment, c'est minime. Donc, il y a une maîtrise technique extrêmement forte. Et puis, regardez le mécanisme qui se trouve derrière. C'est aussi joli à regarder que la façade. Donc là, on a le mécanisme de l'horloge avec le pendule ici. Vous avez tout ce système de cylindres, de cordes, de roues crantées. Ici, pareil, on a un autre endroit derrière un des cadrans où on voit tout ce système de rouage aussi. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Et puis, notamment, dans cet espace-là qu'on appelle la tourelle des poids, on va retrouver Uranie, qui est la muse de l'astronomie. Copernic, bah, c'est à lui qu'on doit le système héliocentrique. Et puis Schwittger, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont présentés. Et à l'intérieur, vous avez 7 poids, dont les poids vont être différents. C'est entre 4 à 50 kg. Et ce sont des poids qui vont bouger pour pouvoir activer toute l'horloge, que ce soit les automates ou que ce soit eh bien, les cadrans. Donc, forcément, vous parlez de cette horloge, de vous dire qu'il y a des automates, mais de ne pas vous montrer comment ces automates eh bien, bougent, c'est quand même dommage. Donc, j'ai trouvé une petite vidéo qui reprend vraiment tous les mouvements des automates. Donc, au-dessus des phases de la Lune, vous allez trouver la mort et au-dessus, vous avez le Christ. Et on va avoir, alors attention, c'est midi, heure alsacienne, c'est-à-dire midi 30, heure nationale. Regardez, on a au niveau du cadran, je vous laisse écouter le son, on a ce petit ange qui va taper l'écart et on a le deuxième ange qui va retourner le sablier. Et ce qu'on entendait en écho, c'est le vieillard qu'on voit bouger ici qui répondait en tapant avec sa béquille sur la cloche de la mort. Et la mort va sonner les heures. Donc on va avoir les 12 coups. Il faut savoir que tous les quarts d'heure, vous avez le petit ange en dessous qui tape l'écart. Et on voit qu'il y a un autre personnage qui s'est placé à l'entrée pour passer devant la mort. C'est que tous les quarts d'heure, vous avez une figure des âges. Vous avez les 4 âges de la vie qui vont défiler devant la mort. Donc le premier, c'est le petit garçon. Ensuite, c'est le jeune homme. Après, c'est l'adulte. Et après, c'est le vieillard qu'on a vu passer. Et ensuite, au-dessus, vous allez avoir les apôtres qui vont défiler devant le Christ, qui vont venir faire révérence, et du coup, vous avez le Christ qui va les bénir. Et à 3 passages, vous avez le coq dans cette vigilance qui vient battre des ailes et qui va également chanter. Donc, on va la voir 3 fois en tout. Donc, c'est le 4e, le 8e et le 12e apôtre. C'est très émouvant d'entendre ce son aussi, de voir que c'est toute cette mécanique que ça enclenche.
qui est vraiment stupéfiante hein, quand on se retrouve devant. Voilà. Et ensuite, effectivement, de 18 h à 6 h, eh bien, seule la mort va sonner les heures, mais tout le reste du mécanisme eh bien, s'arrête et reprend le lendemain à 6 h du matin. Donc, vraiment, cette œuvre, elle est colossale. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est encore le mécanisme de 1842 qui est à l'intérieur, qui fonctionne. Tout le monde, des fois, un petit peu les mauvaises langues disant oui, elle fatigue. Et en fait, il y a eu une dernière restauration en 2019 et tous ceux qui se sont penchés sur l'horloge disent non, le système n'est absolument pas en train de monter des signes de fatigue. Au contraire, l'horloge astronomique se porte extrêmement bien. Et ça a été très drôle justement pour les restaurateurs d'intervenir dessus parce qu'il fallait prendre en considération ce déplacement des automates. Donc si vraiment vous avez l'occasion d'aller à Strasbourg, je peux que vous conseiller d'aller la voir. C'est un vrai régal pour les yeux, cette horloge astronomique. Avant de vous quitter, rappel du prochain rendez-vous de l'année. Ce seront les passages couverts le samedi 18 décembre. Alors moi, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais donc arrêter l'enregistrement.